Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. Le monde en français, place à notre grand angle. Le panafricanisme est à la mode, mais tout le monde en parle sans vraiment savoir ce que c'est exactement. L'historien Hamzat Boubacar Yabara fait le tour de la question dans un essai riche d'enseignements. On y apprend par exemple que le panafricanisme a d'abord été un panégrisme, qu'il est né non pas sur le continent africain, mais en Amérique. On y fait connaissance avec le chantre africain du panafricanisme, un Ghanéen des années 60, plutôt méconnu dans le monde francophone, Kwame Nkrumah. Mais où est donc notre héros panafricaniste francophone Thomas Sankara? Eh bien, il a cessé de l'être après avoir échoué visiblement à unifier le Burkina Faso et le Ghana, nous explique Bruno Jaffray. Bonsoir messieurs, bienvenue à vous. Vous êtes l'auteur Hamzat Boukari Yabara de ce livre Africa Unite, Africa Unité, une histoire du panafricanisme, édition La Découverte. Vous êtes historien et docteur à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Avec nous également donc Bruno Jaffray, merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur de ce livre, biographie de Thomas Sankara, La patrie ou la mort, en nouvelle édition revue et augmentée. C'est aux éditions L'Harmattan. Hamzat Boukari Yabara, c'est un paradoxe et on l'apprend donc dans votre livre. Le panafricanisme n'est pas né en Afrique. Effectivement, le panafricanisme est né dans la diaspora africaine qui avait été déportée dans les Amériques dans le cadre de la traite transatlantique. Ce sont des Africains qui se sont révoltés pour gagner leur liberté, notamment à Haïti en 1791, également aux États-Unis. Et c'est depuis les Amériques que ces Africains libérés vont rêver de l'Afrique et vont rêver du retour en Afrique. Donc le panafricanisme est d'abord un mouvement de libération et de retour vers l'Afrique, également un mouvement de revalorisation de l'identité nègre avant de devenir un projet d'unification continentale au XXe siècle. Alors vous distinguez dans votre livre 3 temps dans l'histoire du panafricanisme. Le premier est directement, vous le dites donc, issu de l'esclavage et de la conscience de ce qu'on va appeler la négritude. Effectivement, c'est d'abord un mouvement qui s'est opposé au racisme, à la catégorisation des Noirs et qui va beaucoup jouer sur ce sentiment de solidarité entre les peuples noirs du monde entier. Donc un pannégrisme, et puis progressivement cette conscience raciale va être politisée et va dépasser en fait les identités pour concerner de manière plus globale l'Afrique et les Africains, donc le continent africain, dans le cadre notamment des luttes anticoloniales, et puis à partir donc des indépendances, cela va être un projet beaucoup plus continental et beaucoup plus politique. Alors justement, concrètement, comment ce mouvement va-t-il arriver en Afrique ? Alors, il arrive par le biais des migrations, des allers et retours entre différentes personnalités. L'une d'elles est Marcus Garvey, qui va initier un grand mouvement de retour en Afrique parmi les masses afro-américaines et caribéennes. Et puis un autre personnage, Kwame Nkrumah, qui est né au Ghana, qui va ensuite aller étudier aux États-Unis dans les années 30 et qui, aux États-Unis, va un peu faire la synthèse de tous ces mouvements afro-américains, africains, caribéens. Et lorsqu'il va revenir ensuite au Ghana, en passant tout d'abord par Manchester, il va lancer une lutte politique pour l'indépendance et pour l'unité de l'Afrique, en expliquant de manière assez précise que l'unité de chaque État africain, l'indépendance de chaque État africain n'est rien si elle n'est pas liée à l'unité de l'ensemble continental. Donc ça va être le projet des États-Unis d'Afrique qui va émerger à la fin des années 50, qui va donner naissance à l'organisation de l'unité africaine qui ne correspond pas du tout au modèle initial qui avait été prévu et qui donne aujourd'hui naissance à l'Union africaine. Bruno Jaffray, s'il y a bien un nom qui est associé au panafricanisme, et il ressurgit d'ailleurs dans l'actualité avec ce qui se passe au Burkina Faso, c'est bien entendu celui de Thomas Sankara. Qu'en est-il ? Alors, je me suis livré aujourd'hui à un petit exercice qui a consisté à rechercher le mot panafricanisme dans les discours de Sankara. Donc c'est assez facile. Sur le site thomassankara.net, il y a tous les discours, on tape le mot qu'on cherche. Et à ma surprise, à moi-même, je ne l'ai trouvé qu'une fois. Je dois, en remontant dans mes souvenirs, je me rappelle que la première fois qu'on m'a dit que Thomas Sankara était panafricain, j'avais moi-même été surpris. Alors, il faut expliquer, je dirais, il y a des professions de foi panafricaines, si j'ai le temps, je lirai quelque chose, mais il faut d'abord comprendre le contexte politique de la période. Les indépendances commençaient à montrer que c'était un échec et que le panafricanisme qui avait été théorisé, ne s'est pas mis en place. Et on est plutôt dans une période où les dirigeants africains révolutionnaires, on va dire, sont plutôt influencés par le marxisme, qui n'est pas forcément contradictoire
à mon sens, avec le panafricanisme, mais qui n'est pas dans le même domaine, on va dire. Donc voilà un peu. Et en fait, deuxième chose qui me semble très importante à dire, c'est que Thomas Sankara n'est pas un théoricien. Et ça, c'est très important de le souligner. Le seul discours un peu théorique est celui de le programme de la Révolution, le discours d'orientation politique, qu'il n'a pas écrit lui-même, mais il est d'accord avec le contenu, dans lequel n'existe pas le mot panafricanisme. Le seul discours théorique est celui sur les femmes, qui est d'ailleurs très intéressant, et où il y a plutôt des références au marxisme. Maintenant, en fait, Thomas Sankara a des professions de foi panafricaines, que je vais juste citer 2 phrases. La première, elle est d'un discours assez peu connu, parce qu'on l'a trouvé il y a pas longtemps, de 85. Notre foi en l'unité africaine se consolide davantage au regard des problèmes politiques, socio-économiques, qui démontrent que nous n'avons qu'une alternative à propos de l'Afrique face à l'impérialisme, mourir chacun de notre côté ou résister. Et la phrase qui est la plus connue, parce que c'est le discours le plus diffusé de Thomas Sankara, c'est le discours sur la dette, où il y a une autre profession de foi, mais à chaque fois extrêmement pragmatique. Faisons en sorte que le marché africain soit le marché des Africains, produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique. Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous produisons au lieu d'importer. Ouais. Donc, oui, juste, vous ne consacrez pas de chapitre, justement, vous, Hamzat Boukari Yabara, à Thomas Sankara. Une réaction peut-être pour vous, d'abord sur Thomas Sankara, puis après, dites-nous quelles sont les figures alors du panafricanisme. Alors, sur Thomas Sankara, il y a un chapitre qui lui est consacré parce que Thomas Sankara est panafricaniste. Il n'a pas utilisé le terme comme d'autres ne l'ont pas utilisé. Quelqu'un comme Frantz Fanon est panafricaniste, mais il a toujours parlé d'unité africaine. Ouais. Il faut bien comprendre que le terme panafricanisme a été très largement galvaudé à partir de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, qui n'a strictement rien à voir dans le fond avec le panafricanisme. Alors Thomas Sankara, on le rappelle, ancien président du Burkina Faso assassiné en 1987, date de l'arrivée au pouvoir de Blaise Compaoré, qui est parti il y a quelques jours. Effectivement, et qui a toujours été très critique sur le panafricanisme de l'OUA, en expliquant que cela ne correspondait justement pas à la théorie, donc il s'est davantage consacré effectivement à la pratique, et c'est une pratique panafricaniste parce que c'est en posant des actes que l'on montre si on est pour ou contre l'unité. Ouais. Donc dans les figures, il y avait bien évidemment Kwame Nkrumah, qui dans la constitution du Ghana avait expliqué que le Ghana était prêt à céder sa souveraineté pour faire une union avec tout autre État africain qui souhaiterait faire de même. Alors la Guinée, pour des raisons purement conjoncturelles, s'est associée à un moment avec le Ghana. Un autre État, un autre président panafricaniste, Julius Nyerere, qui dans les années 60-70 a soutenu un certain nombre de mouvements de libération. D'autres figures comme Amilcar Cabral, qui a mené la guerre de libération au niveau de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, qui formait une unité qui a ensuite éclaté après son assassinat. Et beaucoup d'autres figures ont été dans ce cadre-là. Malcolm X a été panafricaniste. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a eu des tentatives, il y a eu des projets qui pour la plupart ont été tués dans l'œuf parce qu'en face, il y avait des intérêts qui étaient éminemment puissants à cette époque-là. Ouais. Que reste-t-il de Thomas Sankara dans ce que vit aujourd'hui le Burkina Faso, dans le mouvement de révolte ? Il est très présent. Enfin, c'est, si vous voulez, les jeunes du Ballet citoyen, qui est quand même un mouvement assez récent, mais qui a été très influent, ils considèrent que Thomas Sankara, c'est ce qu'ils appellent le Cibal suprême. L'association s'appelle Ballet citoyen. Cibal, ça veut dire citoyen balayeur. Et donc, en lui consacrant ce titre, ils expriment par là qu'ils sont influencés par Thomas Sankara. Je voudrais dire quelque chose, parce que vous avez dit tout à l'heure que l'union avec le Ghana avait été un échec. Elle a été un échec simplement parce qu'il a été assassiné. Mais par exemple, il y a eu des choses très pratiques. Ils ont fait des manœuvres militaires ensemble, une fois, alors qu'aujourd'hui, au Burkina Faso, l'armée burkinabé fait des manœuvres militaires soit avec l'armée américaine, soit avec l'armée française, ce que Thomas Sankara aurait toujours refusé de faire. Vous voyez, il y a d'autres exemples. Allez-y, si vous voulez. Non, même question justement sur Thomas Sankara. C'est son empreinte sur le panafricanisme. C'est une politique sociale. Je crois que c'est également un nouvel espoir social, l'idée que la véritable indépendance, c'est celle qui va amener la transformation économique et sociale et ramener la dignité aux populations, d'où le changement de nom de Haute-Volta en Burkina Faso. Je crois qu'il y a également l'exemplarité, l'humilité d'un président qui était avec son peuple, et cela a beaucoup manqué au niveau des autres présidents africains qui le lui ont fait remarquer. Il avait souvent des formules extrêmement succulentes qui faisaient beaucoup rire, mais qui étaient souvent très très réalistes. Et puis il y avait ce rapport avec la diaspora lorsqu'il se rend aux États-Unis et qu'il va dans Harlem en expliquant que notre Maison Blanche se trouve dans le Harlem noir. Il renoue avec la tradition Afrique diaspora et c'est ça qui fait sa popularité. Et je vous propose d'écouter maintenant, si vous le voulez bien, un petit extrait musical. We're moving right out of Babylon, and
You are going to our father's land. Yeah. Ça vous fait sourire et pour cause, Hamzat Boukari Yabara, extrait de la chanson de Bob Marley, chanteur jamaïcain, Africa Unite, titre éponyme d'ailleurs de votre livre. On a le sentiment que le panafricanisme aussi, c'est avant tout une dimension culturelle. Effectivement, les artistes et les intellectuels ont été les pionniers du panafricanisme. Ce sont eux qui l'ont diffusé un peu partout dans le monde. Et ce sont également qui ont donné cette dynamique militante. Ouais. Des figures comme Myriam Makeba, comme Bob Marley, comme Fela Kuti ont sans doute été beaucoup plus importants pour les masses que des grands discours tenus par des chefs d'État. Et c'est ça les artistes que l'on a vus au Panaf, notamment à Alger. Effectivement, lors des festivals panafricains, celui d'Alger en 69 était extrêmement important, puisqu'à cette occasion, il y a eu une jonction avec les mouvements cubains et noirs américains qui étaient à Alger. Et puis après, il y a eu d'autres festivals, d'autres rencontres entre intellectuels, également entre peuples, des rapprochements au niveau des peuples qui font, je pense, la substance d'un panafricanisme vivifiant, comme disait justement Thomas Sankara. En quelques mots juste, il n'exclut pas forcément les Blancs. Vous avez parlé de Frantz Fanon. Lui, il était indépendantiste algérien. Indépendantiste algérien, martiniquais au départ, effectivement. Donc il n'y avait pas cette rupture nécessaire entre l'Afrique du Nord et le reste de l'Afrique, effectivement. Bruno Jaffray, dans les révoltes que l'on observe en Afrique, notamment en ce moment, est-ce que vous décelez aussi une part de mythologie culturelle qui irait du milieu artistique? En tout cas, si je reviens au Ballet Citoyen, ce sont deux artistes qui ont créé ce mouvement, deux artistes qui ont fait des chansons qui ont été beaucoup diffusées au Burkina et ailleurs, qui sont des hommages à Thomas Sankara. Donc on est en plein. Et bon, il y a une page sur le site thomasankara.net que j'anime. Pour une page, il y a une rubrique entière à tous ceux qui s'inspirent de Thomas Sankara. Vous avez des chorégraphes. Il y a un excellent chorégraphe comme Serge Aimé Koulibaly qui a fait des spectacles pour thème, et etc. Vous avez des cinéastes. Il y a beaucoup de films et il y en a beaucoup en projet, mais vous connaissez la difficulté à mettre en place un film. Et bon, moi j'en vois passer beaucoup et ça va venir. Et il y a toute une série de choses, des pièces de théâtre. Il y en a plein qui passent à Ouagadougou sans même que je sois au courant. Il y a vraiment il inspire. Il a beaucoup inspiré les artistes. Ce qui reste aussi de lui, c'est l'homme intègre. Le Burkina Faso, c'est le pays des hommes intègres. C'est ça qui est important. Ce qu'il a dit, c'est la pratique. C'est-à-dire que lui, il a fait beaucoup de discours, mais pas beaucoup de théories. Mais par contre, ce qu'il a fait, c'est qu'il a montré aux Africains qu'en comptant sur leur propre force, ils peuvent développer leur continent. Et c'est bien plus important. C'est pour ça qu'il est populaire. Et c'est bien plus important, finalement, que n'importe quel discours. Et les gens ont eu confiance. Ils l'ont suivi. Ils ont retrouvé leur dignité. Et c'est quelque chose qui est très fort. Parce que c'est presque le dernier président. Enfin, je pense qu'on peut dire que c'est le dernier président qui a réussi à créer ce mouvement autour de lui. Pour ouvrir un tout petit peu, Hamzat Boukari Yabara, en quelques mots, le panafricanisme, on a le sentiment que ce serait comme un garde-fou pour rappeler aux dirigeants actuels du continent africain, par exemple en Algérie aussi, le prix des trahisons et de dire n'oubliez pas aussi les idéaux pour lesquels les anciens se sont battus. Frantz Fanon l'écrivait bien avant sa mort. Effectivement, il y a un idéal qui a été trahi par plusieurs générations, je pense, de dirigeants. Et je crois que les masses populaires, les jeunes qui s'éveillent ou se réveillent à cette histoire-là, parce qu'il faut bien comprendre que cette histoire ne s'est jamais interrompue, sont justement là dans des événements comme celui qui vient d'arriver au Burkina Faso pour rappeler aux chefs d'État qu'ils ne sont pas à l'abri de mouvements sur lesquels ils n'auraient aucun contrôle. Mais après, il faut rester vigilant parce qu'il y a toujours des contre-révolutions, des contre-insurrections et le panafricanisme est parsemé de pièges. Merci à vous, Hamzat Boukari Yabara, auteur de Africa Unite, une histoire du panafricanisme, édition La Découverte. Merci Bruno Jaffray, biographie de Thomas Sankara, La patrie ou la mort. Merci pour vos témoignages.